Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motorstv.com pour un numéro spécial du débriefing en général. Et on va parler des 24 heures du Mans. Avec Jean-Luc Roy, bien évidemment. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. On ne résiste pas en quelque sorte à la tentation de vous offrir nos petits commentaires et notre discussion sur la plus grande course automobile d'endurance du monde, les 24 heures du Mans. On est bien d'accord Jean-Luc? Nous l'avons tous les deux suivi, soit pour RMC, soit pour Motors TV, bien évidemment. Et donc on va essayer de passer un petit peu tout en revue, catégorie par catégorie, et évidemment de dire ce qu'on pense de cet événement. C'était le 90e anniversaire de cette course, même si ça n'était que la 81e édition. Bien sûr. Victoire d'Audi, bien sûr, mais on va commencer, Jean-Luc, si tu le veux bien, par le drame qui a endeuillé cette édition. J'ai même tendance à te dire, c'est mon avis, que la fête 1, elle est forcément gâchée, et que 2, ça ne peut pas être une belle édition lorsqu'un des concurrents est mort en course. Oui, LFB, bien évidemment, oui. On ne peut que penser, et c'est ce qu'a fait avec beaucoup d'émotion d'ailleurs Tom Kristensen pour célébrer son 9e succès, lui qui était de surcroît danois, donc de la même nationalité qu'Allan Simonsen, qu'il avait côtoyé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, Tom a été submergé, on peut le dire, par l'émotion. Pourtant, lui aussi, il avait déjà vécu des joies, il avait déjà vécu des peines, mais là, il n'a pas pu retenir ses larmes et on peine avec lui quand on le voit effondrer sur la barrière juste après ce triomphe, parce que c'en est un. Parce que si on le répète, effectivement, 9 victoires aux 24 heures du Mans, c'est quelque chose de pratiquement inconcevable. Alors pour revenir à l'accident, ça rappelle malheureusement, et on le dit à chaque fois, je suis désolé de la formule qui est un peu... il y en a deux qui nous viennent à l'esprit. La première, c'est « Motor racing is dangerous ». C'est écrit sur tous les billets, et c'est écrit maintenant aussi sur certains billets par ici. Le sport automobile et les sports mécaniques, c'est un sport dangereux. Je ne dirais pas que c'est pour ça qu'on l'aime, mais c'est pour ça qu'on respecte infiniment tous les acteurs de ce sport. Et une nouvelle fois, et ce n'est pas que de la flagornerie, qu'il s'agisse des pilotes bien évidemment, mais aussi des mécanos, des ingénieurs. Certains ont été renversés par des voitures, on a vu une voiture partir et arracher, ou là aussi les commissaires qui interviennent dans des conditions pénibles. Alors pour revenir à l'accident lui-même, c'est vrai que dans un premier temps, et moi à ce moment-là j'étais en direct sur RMC, on n'a pas conscience de la gravité véritablement de ce qui s'est produit, parce que cet accident, j'allais dire, il paraît anodin. Certes, ça a tapé très fort. Oui, la voiture est quand même bien Elle est détruite, bien détruite, oui. mais on se dit qu'une GT aujourd'hui, avec les châssis, avec les tests qu'on leur fait passer, eh bien, elle doit tenir le coup. Et d'ailleurs, bien sûr qu'elle est marquée, mais elle tient le coup. C'est moins spectaculaire que d'autres accidents. L'accident doit se passer aux alentours de 160 km/h à l'amorce donc de la ligne droite des Hunaudières, à la sortie du tertre rouge. Un virage qui est décisif. Pourquoi ? Parce que précisément, il commande la ligne droite avant la première chicane, et c'est là qu'on peut, en sortant mieux, essayer de gratter un petit peu et de revenir dans l'aspiration des voitures qui te précèdent. Donc, on sait que la piste est humide, elle l'a été en tout cas. Probablement, les vibreurs sont gorgés d'eau et il ne faut pas voir ailleurs, malheureusement, le fait que le pauvre Allan ait perdu le contrôle de cette Aston qui avait peut-être pas complètement encore non plus toute la performance dans les pneumatiques. On était à l'amorce du 4e tour, en tout cas après concours de circonstances, et malheureusement, je crois que c'est un contact en marche arrière très violent après le premier contact qui est probablement responsable de ce drame. Alors Allan Simonsen, vous le savez, vous qui êtes des fidèles de Motors TV, c'est quelqu'un qu'on voyait pratiquement toutes les semaines. Incroyable parcours quand même que celui de ce Danois qu'on a découvert au milieu des années 2000, Jean-Luc, en diffusant le championnat de GT australien et le V8 Youth. Et là, un nom effectivement qui sortait de l'ordinaire, Allan Simonsen, c'est pas australien effectivement, c'était donc un Danois. Et puis on se rendait compte que la semaine d'après, on l'avait aussi dans le championnat de GT anglais. Et puis cette année, tiens, on l'a eu en ADAC GT Masters, on l'a eu en Blancpain. Enfin, un globetrotter incroyable, comme ça n'existe plus maintenant. Et il était le un seul pilote dans son... éclectique et pas un amateur, comme on entend trop souvent. Oui. Donc, quelqu'un d'expérimenté, qui en était de mémoire à sa 7e participation aux 24 heures du Mans. Donc, quelqu'un de parfaitement compétent. On peut dire que c'est une horrible fatalité. Voilà, l'accident fait partie du sport automobile et malheureusement, ses conséquences, à un moment, tu sais, pour qu'il y ait un accident, comme on dit toujours, il faut qu'il y ait une accumulation d'éléments qui vont tous dans la mauvaise direction. C'est exactement ce qui s'est produit, malheureusement, pour ce drame. Voilà, donc nous pensons bien évidemment très fort à sa famille, à sa compagne, à son jeune enfant qui est une jeune fille. Évidemment, toutes nos condoléances, et c'est vraiment un drame qui nous a beaucoup émus ici à Motors TV. On va continuer quand même avec la course. Là et aussi, donc, deuxième formule, The Show oui. Must Go On, c'est pour ça aussi. Voilà. C'est terrible, on le sait, il y a eu d'autres décès aux 24 heures et ailleurs, mais on aime le sport automobile et on l'aime peut-être aussi, je vais oser dire, pour ça. Parce qu'il faut être extrêmement courageux pour le pratiquer après ce qui s'est passé. Et crois-moi, pour certains, pour les pilotes, quand tu vois un de tes collègues, j'allais dire, au bord de la piste et qu'on voit ce qui se passe, tu comprends très vite que c'est très grave. Voilà. Audi a donc gagné.
Mais à un moment donné, Jean-Luc, je ne sais pas si tu t'es pas un peu souvenu de ce qui s'était passé en 2011, Ouais. où les Audi avaient eu des soucis, avec l'accident notamment de McNish, et il n'y avait plus qu'une Audi qui tenait bon face à l'Armada Peugeot. Et on avait dit à l'époque, Peugeot n'a pas réussi à battre à 4 voitures contre une Audi, ça s'était joué à 13 secondes, C'est etc. vrai. Mais là, mine de rien, à 22h samedi soir, entre l'Audi numéro 1 qui reste 8 tours bloqués dans son garage pour des problèmes mécaniques, et Jarvis qui a un tête à queue, un pneu éclaté, qui doit faire tout le tour du circuit et qui perd là aussi 2 tours, à un moment donné, il n'y a plus qu'une seule Audi qui va pouvoir résister aux 2 Toyota. Aux 2 Toyota. Il a fallu tenir bon jusqu'au bout aussi pour Audi. Bah, écoute, tu as résumé ce que c'est que l'endurance et particulièrement ce que sont les 24 heures du Mans. C'est-à-dire que rien n'est jamais gagné. On va évidemment dérouler, j'imagine, le fil et parler de cette averse terrible qui a failli peut-être tout faire perdre, en tout cas à Toyota dans un premier temps. Donc effectivement, il y a des aléas. Maintenant, il y a beaucoup de safety cars. Alors c'était moins fréquent avant. On peut se poser la question, mais là aussi, je crois qu'on privilégie très justement Daniel Poisneau, le directeur de course, avec qui j'ai pas mal discuté avant, est un homme expérimenté. Son rôle, c'est justement de garantir la sécurité de tous les acteurs. Alors c'est vrai qu'il a tout ce qu'il faut pour... il a les remontées d'informations. Au total, il y a 1200 personnes en charge de la sécurité sur le circuit, en plus des caméras, etc. Donc quand il y a quelque chose qui lui paraît nécessiter la sortie du safety car, et j'en reviens au déroulement de l'épreuve... Oui, mais je reviendrai quand même à cette notion un petit peu après. Vas-y. Il y a des éléments, si tu veux, qui l'incitent à penser que lui reprocherait-on si jamais il ne déclenchait pas la sortie d'un safety car parce que justement il n'avait pas assez protégé l'intervention des commissaires sur le circuit ou que, alors on peut en parler des rails, tu vas peut-être me parler des c'était rails. ça. Oui, est-ce qu'il y a encore 2-3 ans, on prenait 3 quarts d'heure pour changer un rail? Alors non, la Oui. réponse est bien évidemment non. Comme tu le sais, bah oui, je vais le redire maintenant. Moi, j'ai participé 2 fois à 24 heures, en 88, 89. Bah, c'est vrai qu'il y avait des rails qui n'étaient pas complètement dans l'axe parce qu'on avait tapé, les rails s'étaient un peu couchés et qu'on continuait comme ça. Au mieux, on laissait un drapeau jaune, les commissaires laissaient un drapeau jaune planté et tu savais qu'à cet endroit-là, il valait mieux pas sortir parce que le rail n'était pas en mesure de garantir la sécurité maximale, mais on prenait nos responsabilités. Je te rassure, en général, on s'en foutait complètement. Drapeau jaune ou pas drapeau jaune, 2 tours après, de toute manière, tu sais pourquoi le drapeau jaune est là. Il n'est pas brandi, il n'est pas agité, il est posé. Tu as compris qu'il y avait un problème avec le rail à cet endroit-là. Bah, de toute façon, on se dit, déjà, on se dit qu'on ne va pas sortir et pas sortir à cet endroit-là. Donc, effectivement, il y a peut-être, mais tu sais, ce n'est pas propre au sport mécanique aujourd'hui, il y a peut-être un excès de sécurité, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question plus généralement, est-ce que les rails aujourd'hui sont adaptés à un circuit comme celui-là qui n'est pas permanent? Il faut bien le rappeler, sur la majeure partie de ces 13 km 629, c'est un circuit occasionnel. C'est la nationale, la 138, donc qui est utilisée exceptionnellement par la préfecture pour cette épreuve. Donc est-ce qu'on ne peut pas envisager? Je pense qu'on doit y réfléchir quand même, très probablement. Oui. Bon, enfin, une tendance est affirmée et on voit mal un directeur de course maintenant ne pas vouloir réparer un rail dès qu'il y a eu touchette, contact, accident. Voilà, non, puis je te dis après, il faut protéger le travail des personnes qui interviennent. Bon, tu as vu, il y a des camions, il y a des engins, et puis celui qui travaille, le commissaire ou celui qui intervient sur le rail, il ne doit pas en permanence se dire « Ouh là là, est-ce que je ne vais pas prendre une voiture dans le dos ?» Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Alors oui, ça l'a été, malheureusement, mais est-ce que ça vaut la vie de quelqu'un? La réponse est non. Voilà. Alors cet Audi, donc numéro 2, a tenu bon jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est peut-être l'équipage idéal pour l'emporter en fait cette année, parce que bon, on n'a rien évidemment, bien au contraire, pour Benoît Tréluy, André Le Terreur, Marcel Fesclam, ça faisait 2 ans qu'ils gagnaient. Là, il y avait tous les ingrédients pour une belle histoire. La belle histoire, c'est Tom Christensen bien sûr qui va chercher le record, qui l'améliore encore plus. Incroyable, effectivement. Alan McNish qui dans l'ensemble de sa carrière mérite bien d'en avoir 3. C'est vrai que c'est même incongru de penser qu'il n'en avait que 2. Bon. Et puis nous avons notre Loïc Duval, de nos très grand pilote français actuel d'endurance. Ça ne fait qu'1 an qu'il est chez Audi, mais déjà, il a montré qu'il avait sa place et qu'il avait une valeur ajoutée, mais énorme dans cet équipage. La pole position, le record du tour, il l'avait déjà fait 2 ans. Et puis il a tenu parfaitement son rôle. Et c'est un jeune Français, 31 ans, qui accompagne 2 anciens, qui l'ont accepté aussi, qui s'entendent bien avec lui. C'est vrai que là, quelque part, il y a une très belle histoire qui s'est écrite. Et il y a un parallèle peut-être avec Benoît Tréluy, tu me vois venir, le Japon, qui leur a permis à tous les deux également de devenir pilotes professionnels, de survivre malheureusement à la situation que l'on connaît en Europe, ou même pour des gens du talent de Benoît ou effectivement de Loïc, eh bien, il n'y a plus de solution ici.
on va trouver au Japon une porte de sortie, avec également André Lotterer. Hein. Enfin, il y a un certain nombre de pilotes. En plus, ils sont tous très, très potes. Et quand on a vu Loïc, il a un peu éclaté aux yeux du grand public, en tout cas du public des 24 heures non spécialisé, lorsqu'il a été recruté effectivement chez Oreca dans la Peugeot privée, et qu'on l'a vu, il a réalisé des merveilles, des prodiges. Alors moi, si tu veux, dans la réflexion, j'associerais, même s'il n'a pas roulé au Japon, Nico Lapierre, qui est un type formidable. Voilà, là, on a vraiment un vivier de jeunes pilotes, de talents qui sont dignes des meilleurs. Et c'est super qu'après les 2 victoires de Benoît, j'espère que pour Nico, ça viendra aussi, eh bien, il y a une victoire de Loïc Duval. Voilà, à chaque fois, on a notre Français dans un bel équipage. Et ma foi, être aux côtés d'un monstre comme Tom Christensen et d'une référence absolue comme Alan McNish, et être, comme tu le disais, plus rapide qu'Alan McNish, bon, là, je veux dire, respect. Ouais. Bravo, évidemment, à l'équipe Audi qui empoche sa 12e victoire au Mans. Bon, depuis une grosse dizaine d'années, hein, c'est vraiment la référence absolue. Une équipe magnifique, avec un état d'esprit formidable. Et qui donne un sa chance patron française, extraordinaire. qui donne sa chance au pilote français. Un patron extraordinaire, un grand monsieur. Non, là, évidemment, respect. On ne peut pas dire autre chose. Toyota, non, c'est toujours pas la victoire au Mans pour eux, mais valeureux. Bravo pour cette résistance, peut-être même meilleure que ce qu'on croyait. Ah oui. Et je sais que notre ami Patrick Rivet, qui évidemment a suivi aussi pour Motors TV et pour la Web TV des 24 heures du Mans cette édition, me disait qu'il a croisé Stéphane Sarrazin et que Stéphane lui a dit que peut-être sans 6 heures de neutralisation, sans des paramètres de neutralisation, de consommation, de stratégie, ça pouvait peut-être être une histoire différente. Hein. Absolument. Alors, comme toujours dans la victoire finale, eh bien, il faut tout pour le vainqueur. Là, tout a été, je ne vais pas dire dans le sens, mais en tout cas, elle est passée entre les gouttes, au propre comme au figuré, naturellement, cette Audi qu'il a emporté en définitive. Ça n'a pas été le cas, et peut-être l'avantage que Toyota avait, qui a été d'ailleurs très, j'allais dire, vigoureusement contesté par le docteur Ulrich, parce que les 3 litres que l'on a attribués supplémentaires au Toyota au dernier moment ou presque ont été assez mal vécus par le docteur Ulrich, qui a dit c'est pas très correct de modifier, non pas en cours de match, mais juste avant le match, et de dire bon, mais on est gentleman, on a dit ok, on va prendre cet inconvénient comme un autre. Il se trouve qu'effectivement, comme tu viens de l'évoquer, eh bien, les neutralisations, je ne vais pas dire ont joué, mais ont peut-être quelque part un petit peu annihilé cet avantage, en tout cas tout ce qu'il avait d'important, même si on le répète, avec 3 litres de carburant dans une Toyota, on ne fait pas un tour. Il en faut pratiquement 5 ou 4,5, enfin c'est selon évidemment le rythme adopté par le pilote. Donc, et on aurait bien compris que dans un déroulement linéaire qui est impossible au Mans, surtout aujourd'hui, indépendamment des conditions météo, peut-être les Toyota auraient pu récupérer un arrêt de moins que leurs adversaires. Mais est-ce que ça a joué à plein là? Pas forcément, donc tu as raison de le souligner. Puis tu sais, sur les 3, sur l'armada Audi, puisque c'était 3 contre 2, il suffit qu'une résiste, il y en a une qui a magnifiquement résisté. Tout à fait. Bon, allez, je te propose de passer un petit peu en revue les autres résultats, parce qu'on pourrait y passer des heures, bien sûr. On pourrait vous parler des rébellions qui sont quand même passées à côté de leur rendez-vous. On les retrouvera bien sûr tout au long de l'année sur Motors TV dans le cadre des retransmissions de la HPD Honda, parce qu'on en parle finalement peu avec il y avait encore une Watts et Johnny Kane, c'est super. Il y avait une autre voiture en P1, tout à fait, bravo. C'est eux qui arrachent la victoire dans les non-usines, on va dire. Mais je voudrais qu'on passe en P2, et là un triomphe, un doublé en tout cas, qui nous fait vraiment très très plaisir ici sur Motors TV, motorstv.com. C'est le Hawk Racing qui sont des amis, on peut vous le dire, avec l'équipe de Jacques Nicolet. C'était la catégorie la plus représentée, c'est donc peut-être la plus difficile. 22 voitures c'est ça. Et ils l'ont fait, hein. Bravo à Hawk. Et donc c'était un doublé avec la 35 qui a devancé la 24. J'imagine que ça te fait plaisir également, Jean-Luc. Ah fou de joie. Mais là vraiment, on dit toujours la parfaite objectivité du journaliste. Là, elle n'y est pas. Je suis plus particulièrement ravi pour Jacques, qui est un ami personnel de longue date, qui est un type absolument formidable, qui a investi beaucoup pour la course automobile, énormément personnellement, qui est pilote aussi, malheureusement qui n'a pas eu le plaisir de terminer avec cette fameuse... Il était au volant de la 3e voiture. Voilà, hard car, avec 2 gentleman drivers, dont c'était la première participation au Mans. Mais là, en tout cas, ces 2 équipes, en plus, se sont battues l'un contre l'autre. On jouait le jeu, il n'y a pas eu de consignes, etc. Il n'y a pas eu, bon les gars, on commence à geler à partir de la mi-course. Non, on y a été jusqu'au bout. Et après, ce sont un petit peu les aléas de la course qui ont fait que l'un ou l'autre a repris. En tout cas, ils se sont échangés le leadership. Et tu le disais, dans une catégorie extraordinairement disputée, beaucoup plus ouverte que les LMP1. Alors même si évidemment on parle beaucoup de la victoire finale et au général et au scratch, et c'est normal, mais les LMP2 c'est quand même quelque chose, et en performance c'est quand même des voitures qui atteignent 320, 330 km/h, même avec les chicanes, qui réalisent des chronos formidables. On était aux alentours de 3,38 pour la pole, c'est quand même pas rien non plus. Donc je suis extrêmement heureux pour Jacques, pour Sébastien Philippe, pour Sylvie Nicolet, pour Stéphanie, enfin pour tous les membres de
l'équipe, du premier au dernier, pour l'équipe de mécanos qui sont tous des mecs formidables. Voilà. Et les 3 noms donc, qui entrent dans le livre d'or du Mans, c'est bien Baguette, Gonzalez, Ploman, qui ont devancé. Bertrand Baguette, qu'on avait commenté au 500 miles d'Indianapolis, qui a tenu la première plage, Jean bégaye, à quelques tours de l'arrivée. Bon, on savait qu'il allait devoir ravitailler, mais il était leader, donc c'est pareil, un pilote méconnu aussi. Mais tout à fait. Il y a eu une petite alerte aussi avec l'averse monumentale qui est tombée à 1h15 de l'arrivée, mais ça a tenu bon. Et donc, quel beau doublé. Bravo, vraiment, au Racing. En GT Pro, alors, on focalise bien sûr sur la victoire au général entre Audi et Toyota, mais il y avait aussi une bataille exceptionnelle, parce que c'était de manière officielle que Porsche était là. Complètement. Que Corvette était là, que Aston Martin était là. Même Ferrari via F Corse, c'est vraiment, il y a des liens très nourris entre ces deux structures. Tu as raison. C'était un casting d'enfer. Bataille d'usine. Oui, voilà, tout à fait. Et sans oublier les Vipers qui faisaient même leur retour au Mans. Alors évidemment, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut peut-être s'interroger sur le fait que sentimentalement, on voulait peut-être qu'Aston Martin gagne. Après ce qui s'était passé en début de course. Oui, quand malheureusement ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas, ça a été un peu l'effondrement mental, moral, parce qu'ils tenaient évidemment toute cette équipe avec l'aiguillon de la course et se dire on va peut-être l'emporter. Et évidemment, on va dédier cette victoire à notre copain disparu. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement pour Aston, c'est vrai que tu parlais de belle histoire comme pour Hawk, c'en eût été une. Oui. Mais la loi de la course, elle est ainsi, elle est dure, elle est forcément dure pour les perdants et forcément formidable pour Porsche qui, tu le disais, a mis les moyens nécessaires. Porsche qui évidemment prépare son retour pour batailler pour le scratch avec la nouvelle réglementation. Batailler, alors j'en ai eu la quasi-confirmation. Moi j'avais peur qu'Audi se retire, puisque c'est le même groupe, on le sait bien, à la faveur. Moi je peux te dire aujourd'hui, c'est pas un scoop, faut pas utiliser les mots comme ça, mais qu'à mon avis Audi sera là à 95%, ce qui sera formidable pour défendre sa victoire, son titre, et essayer de résister à la horde Porsche. Il y a 250 personnes chez Porsche Motorsport qui travaillent. J'en ai parlé avec Jürgen Barth longuement, et lui m'a dit, avec son accent, Jürgen Barth, vainqueur du Mans, patron du service, il m'a dit non, je te rassure, Audi sera là. D'abord parce qu'Audi veut battre Porsche, parce qu'au sein de l'équipe, là aussi, pas de consigne. Audi, c'est Audi. Porsche, c'est Porsche. Et puis, il ne faut pas oublier Toyota, tu viens de le dire. Donc, donc Porsche, en tout cas, a remporté la victoire. Et c'est un doublé aussi. On parlait de Hawk, mais bravo à Porsche. Avec deux Français qui étaient impliqués dans ces deux équipages Porsche. Donc, on les félicite et on leur dit bravo. Donc, c'est Romain Dumas qui gagne avec la 92, associé à Lieb et Litz. Et c'est Patrick Pilet qui termine deuxième avec Timo Bernhard et Jörg Bergmeister. Donc, c'est tombé plutôt du côté de Romain que de Patrick. Mais enfin, ils peuvent être fiers d'eux, franchement. Les moustaches d'Olaf Mante ont dû vibrer de bonheur et de plaisir. Lui dont on connaît l'équipe depuis très longtemps et qui était d'ailleurs longtemps un petit peu cantonné aux 24 heures du Nürburgring avec ses équipes puissantes. Maintenant, il est au Mans et c'est son équipe qui est la porte-drapeau justement. Et là aussi, j'en reviens, parce qu'on va dire un mot quand même d'Henri Pescarolo qui était là avec nos confrères d'Eurosport qu'on salue. Henri qu'on a croisé, avec qui on a discuté. Évidemment, on a eu de la peine pour Henri parce que ça fait longtemps. Henri qui détient alors un record absolu, 45 participations en 24 heures du Mans, 33 en tant que pilote, plus 12 en tant que patron d'équipe. C'est quand même absolument ahurissant. Et pourquoi n'a-t-on pas, à certains moments, chez d'autres, choisi d'engager des machines avec l'appui de l'équipe Pescarolo, avec la compétence d'Henri Pescarolo? Tu vois ce que je veux dire? On l'a fait chez Audi, on l'a fait chez Porsche. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait pour d'autres? La question est ouverte. Voilà. Alors, on va quand même signaler qu'une Aston Martin est montée sur le podium, la seule qui restait avec Peter Dumbrek, Stéphane Muke et Darren Turner. J'ai une pensée quand même pour Frédéric Makowiecki, qui s'est craché de manière assez spectaculaire. D'ailleurs, c'était pas loin, je me permets de le dire, de ressembler aux circonstances de l'accident de Simonsen. Mais enfin bon, il s'en est sorti bien sûr. Mais il était en tête. Et Fred, qui est aussi devenu un pilote officiel Honda Super GT au Japon, talent, Fred Makowiecki, est devenu peut-être un pilote GT, peut-être le plus emblématique, le plus rapide. Même nos amis d'Autosport se demandaient s'il n'était pas le meilleur pilote GT actuel. À chaque fois qu'il était dans la voiture, bien sûr, il y avait Bruno Senna, il y avait Rob Bell qui sont des super pilotes et qui ont fait une superbe édition. À chaque fois que Fred Mako, comme on l'appelle, a pris le volant, il y avait quelque chose en plus. C'est clair qu'il y a des pilotes comme ça qui, à un moment, sont à maturité. J'allais dire, ils ont tout dans leur carrière, ils ont la progression, ils se trouvent dans un environnement qui est favorable, ils se trouvent
peut-être psychologiquement pour des raisons personnelles qu'ils regardent vraiment au sommet de leur art. Et tu as raison, Mako occupe cette position actuellement. Et c'est quelqu'un qui a un talent, même s'il n'est pas connu du grand public, lui non plus. Mais comme tu le dis, en matière de GT, et peut-être autre chose, hein, si on lui confie un jour des voitures capables de gagner dans d'autres catégories, Fred est un pilote extraordinairement rapide. Alors après, on va dire un mot de la faute. Non, c'est pas une faute. C'est-à-dire dans des circonstances comme celle-là, avec une piste aussi changeante, avec une adhérence en perpétuelle évolution, avec la montre pneumatique dont on dispose, à tout moment, tu peux te faire piéger. La voiture t'échappe, tu ne sais même pas pourquoi. Tu la rattrapes parce que c'est de la chance, tu fais ce qu'il faut, ou tu la rattrapes jamais. Malheureusement, tu termines dans le rail. Le talent, on l'a vu avec Nico, Pierre, bien sûr. Le talent du pilote n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, personne peut tester ça et le faites surtout pas sur la route. Mais si un jour on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise montre pneumatique, là aussi, il faut des prodiges de talent, d'ingéniosité et de concentration, parce qu'il y a quand même ça aussi. En fin de course, on est fatigué ou dans la nuit. Donc il y a un moment, ceci explique cela. Allez, dernier petit mot. Un Français a donc gagné les 24 heures du Mans, Loïc Duval. Oui. Une équipe française a gagné le LMP2, le Haut Racing. Un Français a gagné la catégorie GT Pro, Romain Dumas. Eh bien, une équipe française a gagné le GT AM. Absolument. Alors évidemment, endeuillé dès le début, mais ça a continué. Et c'est bien le IMSA Performance de nos amis Raymond Narac et toutes ces structures basées à Rouen. Franck Ravac, qu'on salue aussi. Donc il y avait Raymond Narac, il y avait Christophe Bourré, il y avait Jean-Carl Vernet, qu'on connaît bien. Un trio qui a tenu bon aussi. Pareil, c'est un peu émotionnel. On est ravis pour eux parce que Raymond, c'est un gentleman driver qui est devenu plus que ça, qui est un patron d'équipe, qui est un concessionnaire Porsche, qui est passionné de sport automobile, qui est venu tardivement. Il faut le rappeler et il en sera fier. Il est mécanicien à la base, Raymond Narac. Donc c'est quelqu'un de complètement normal. Et voir quelqu'un comme ça, ils avaient déjà gagné en 2007, de mémoire aussi, triompher au Mans dans une catégorie où au départ ils n'étaient pas favoris, c'est peu de le dire, parce que là aussi il y avait du monde. C'est génial. Lui-même pilote de cette équipe, c'est une forme d'apogée, tu parlais. Et puis il y a un moment qu'ils n'avaient pas eu de succès, ils ont un peu ramé, eu des problèmes. On se demandait même s'ils avaient toujours le même niveau de performance pour leur permettre. Et la réponse est éclatante avec Jean-Carl, effectivement, qui est un pilote très rapide aussi, donc qui était le plus rapide des trois, d'ailleurs, c'est à l'évidence. C'est des belles histoires. C'est pour ça qu'on adore le Mans et qu'on adorera toujours le Mans. Voilà, et donc c'est aussi pour ça qu'on vous a proposé ce rendez-vous exceptionnel du débriefing en général sur motorstv.com. Je crois qu'on a fait long, mais il le fallait. Mais on espère que c'est intéressant. Oui. En tout cas, pour nous, ça l'est toujours. Voilà, donc on vous rappelle que vous pouvez suivre tout au long de l'année le championnat du monde d'endurance, le WEC, dont le Mans fait partie, car maintenant le Mans est bien redevenu une manche d'un championnat du monde. Donc la prochaine manche est dans plusieurs semaines. Là, il va y avoir un petit break pour tout le monde à la fin du mois d'août. Et donc ce sera en direct. En intégralité. Sur Motors TV. Que sur Motors TV. Voilà, Motors TV qui, vous le savez, pendant 2 ans, a retransmis également les 24 heures du Mans. On en est tous un petit peu nostalgiques. Comme personne ne l'avait jamais fait avant, en 2006 et 2007. 53 heures de direct. Oui. Oui, il faut le dire. Bon, écoutez, merci vraiment pour votre attention, pour votre fidélité. Le Mans, déjà, on a hâte d'être en 2014. Mais en tout cas, on se retrouvera pour un prochain débriefing F1 cette fois-ci. Très pour rapidement. le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est ça. À Monument. Oui. À Monument. Allez, merci, à bientôt. Salut.